Habache. Bienvenue, Monsieur le ministre de la Défense. Bonjour Jean-Yves Le Drian. Vous êtes pour les Français un des hommes de l'année 2015. Vous êtes aujourd'hui un des rares dirigeants à voir sur place et à vivre la métamorphose constante du monde. Les technologies sont en train de bouleverser toutes les certitudes et les acquis, y compris dans le domaine militaire et peut-être aussi de la dissuasion. Les États doivent s'adapter chez eux et à l'extérieur à la guerre révolutionnaire et terroriste que leur livre au nom d'une religion dévoyée, des ennemis qui sont riches, qui sont puissants et qui sont déterminés jusqu'au martyre. Alors, vous expliquerez, au nom du grand rendez-vous, à Françoise Fressos du journal Le Monde, à Michael Darmon d'ITélé, si la France aujourd'hui est en sécurité, et d'autre part, comment elle fait face, ou elle va faire face, à des menaces auxquelles s'ajoutent aujourd'hui les mouvements migratoires, avec toutes leurs conséquences sur le plan national. Michael Darmon, la première question. Bonjour, les Américains ont annoncé il y a quelques jours la mort de Mokhtar Ben Mokhtar, le chef d'AQMI. Apparemment, il y a un doute. Alors, dites-nous, il est mort ou vivant? La grande nouveauté dans cette zone, c'est que l'insécurité a changé de camp depuis plusieurs mois, grâce à l'action de nos forces, grâce à la collaboration du renseignement, ce qui fait que beaucoup de terroristes sont aujourd'hui sur la défensive. Ça a été le cas pour l'opération qui a été menée par les Américains il y a quelques jours, qui ont visé en Libye un site où on pouvait supposer que se trouvait Mokhtar Ben Mokhtar. L'opération a réussi, mais sur la neutralisation de Mokhtar Ben Mokhtar, moi je n'ai jamais dit nulle part qu'on était sûr que Mokhtar Ben Mokhtar avait été neutralisé. Donc, Ben Mokhtar est probablement vivant. Ceci dit, les informations des groupes terroristes comme Al-Mourabitoun qui ont déclaré qu'il était vivant leur appartiennent. En tout cas, ce que je peux dire là, c'est que nous n'avons pas de preuve de la mort de Mokhtar Ben Mokhtar, mais je l'ai toujours dit. Quand il y a des opérations de ce type, est-ce que la France est tenue au courant ou est-ce que les Américains agissent seuls? Nous avons une bonne collaboration avec les Américains sur l'ensemble de la zone. Vous saviez qu'ils étaient étions informés de l'opération. Après coup ou avant? Avant. Et si Ben Mokhtar était au Mali, c'est la France qui le pourchasserait? Mais écoutez, il y a peu de temps, nous avons pu, grâce à la qualité professionnelle de nos soldats, éliminer des djihadistes extrêmement dangereux. Al-Tilemsi, il y a peu de temps, Abdelkrim le Touareg. Je vous redis, aujourd'hui, l'insécurité a changé de camp. Et les leaders djihadistes et terroristes, des gens extrêmement dangereux comme Mokhtar Ben Mokhtar, mais aussi comme Abdelkrim le Touareg, sont ou pourchassés ou neutralisés. Il faut poursuivre parce que c'est une tâche très compliquée, c'est un territoire grand comme l'Europe, c'est vraiment rechercher une aiguille dans une botte de foin, mais nous y arrivons grâce à la qualité du renseignement, grâce à la bonne collaboration dans le domaine du renseignement. Les opérations militaires françaises déclenchées ont réussi pour vous? À partir du moment où on a lancé l'opération Barkhane, c'est-à-dire entre autres la régionalisation de notre action sur l'ensemble de la zone, la performance est au rendez-vous et aujourd'hui, ce sont les terroristes qui se cachent. Alors il faut les retrouver, c'est pas simple. Il faut à la fois multiplier les actions, identifier les bons renseignements, mais on y arrive progressivement et les résultats sont au rendez-vous. Il n'y a pas 10 jours sans que l'on ait un bon résultat. Et tous les jours, il faut que les Français le sachent, tous les jours, la force Barkhane est à l'action sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire que la France a une liste et elle a identifié une liste des dirigeants d'Al-AQMI à abattre. Il y a des listes et puis il y a aussi la réalité du terrain. Mais tout cela se fait de manière extrêmement rigoureuse. Mais quand vous tuez un chef, un sous-chef devient chef. Oui. C'est infini. Mais pas obligatoirement, parce qu'à bout d'un certain temps, à force de devoir se cacher et de constater la qualité des opérations et la pugnacité de notre détermination, eh bien, certains commencent à lâcher et à aller vers d'autres. Avec les Américains, est-ce qu'il y a un partage des territoires? Eux s'occupent de la Libye, de l'Irak, etc. Bon, on sait qu'il y a une coalition qui intervient, sauf en Syrie. Mais est-ce que ça veut dire la Libye, c'est eux, et le Mali, c'est nous, ou il y a des associations, coordination? Quand nous sommes au Mali ou dans la zone sahélo-saharienne, nous défendons d'abord l'intégrité de ces pays, leur sécurité, mais nous défendons aussi notre propre sécurité, puisque nous sommes très proches de ces territoires. Et par ailleurs, le danger terroriste est partout, et donc il faut se coordonner avec nos alliés, en particulier avec les Américains. Nous tous, nous avons noté qu'il y a un accord qui a été signé au Mali entre les Maliens et les Touaregs, qui définissent à la fois la souveraineté, l'autorité du gouvernement du Mali. Est-ce que c'est vrai que vous allez demain au Mali? Oui, je vais demain à Bamako, demain matin. Il faut dire que cet accord qui a été signé hier, c'est un accord historique. Parce que depuis l'indépendance
de ce pays, il y a finalement deux peuples qui essayaient de vivre ensemble et qui n'y arrivaient pas bien, qui éventuellement s'affrontaient, ceux du Nord et ceux du Sud, même si ceux du Nord sont moins nombreux, mais ils s'affrontaient même par les armes. Et donc à un moment donné, il fallait signer la paix, parce que dès qu'il y avait des tensions, voire des violences, cela favorisait la percée des djihadistes. Mais il fallait qu'eux signent la paix. Et il fallait qu'ils signent la paix. Il y a eu un long travail de fait, et sous en particulier la médiation algérienne qu'il faut saluer ici, et ça aboutit à cet accord. Et je vais demain pour m'assurer que la mise en œuvre de l'accord pourra se faire correctement, c'est-à-dire à la fois la décentralisation, parce que c'est un élément politique de l'accord, mais aussi la démobilisation des groupes armés qui devront s'intégrer dans une restructuration de l'armée malienne qui est en cours. C'est-à-dire que les Touaregs acceptent l'autorité du gouvernement central. Et que le gouvernement central accepte l'existence de groupes au nord qui s'intègrent dans le dispositif national et qui doivent avoir toute leur place dans le même dispositif. Toute leur autonomie, ça veut dire qu'ils vont aider eux aussi davantage dans la lutte contre le terrorisme. Ce qui est une bonne nouvelle pour la lutte contre le terrorisme. Est-ce que pour vous, ça marque l'aboutissement de l'opération que vous aviez lancée en janvier 2013 ? D'une certaine manière, on a gagné la guerre en début 2013 et on vient de gagner la paix. Et là, c'est quand même une belle histoire, parce que une crise, un conflit, un affrontement armé, ça a obligatoirement un résultat, une finalisation politique. Autrement, ça ne marche pas. Et là, nous avons eu l'opération militaire, la démocratisation, l'élection présidentielle, les élections législatives, puis la présence des Nations Unies, puis l'Europe qui intervient pour reformer l'armée malienne, et à la fin un processus politique qui aboutit à un résultat positif. C'est quand même formidable. Donc réjouissons-nous aujourd'hui de ce résultat. Pourquoi êtes-vous, monsieur le ministre de la Défense, qui menez ce processus politique post-militaire ? Je n'ai pas mené le processus politique. Pourquoi vous allez demain Je vais demain assister à la signature ? Pourquoi n'est-ce pas les diplomates qui ont pris le relais ? La signature a eu lieu hier en présence de diplomates français. Moi, je vais demain rencontrer nos forces, parce que nous avons beaucoup de militaires sur place, en particulier à Gao, dans le nord du Mali, pour voir avec eux comment on peut contribuer de manière très efficace à la mise en œuvre de cet accord. Est-ce que concrètement, ça change quelque chose sur la présence militaire française sur le terrain ? Est-ce qu'elle va quitter ? Est-ce que la France quitte le Mali ou réduit sa présence ? Nous n'étions pas au Mali pour combattre les groupes dont je viens de parler. Il fallait avec eux une négociation, une discussion pour aboutir à ce compromis qui est extrêmement porteur d'avenir. Notre responsabilité dans la zone, c'est de combattre les djihadistes. Et nous serons évidemment en plus grande facilité pour le faire à partir du moment où, au Nord Mali, le compromis historique qui vient d'intervenir permet beaucoup plus de facilité, y compris des alliances, y compris des partenariats. Ça veut dire que vous maintenez les forces telles qu'elles sont ? Parce que la zone, globalement, c'est pas que le Mali, c'est aussi le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso. Et donc il faut que la présence de Barkhane, dont le centre est d'Al-Djamena, puisse permettre de poursuivre l'action contre les djihadistes, qui donne des résultats, comme on l'a dit en commençant l'émission. Monsieur le ministre de la Défense, le 11 janvier, la guerre et l'opération Serval avaient commencé au Mali, à Bamako. Le 11 janvier et le 13 janvier 2013, vous étiez ici. Oui. Aujourd'hui, le 21 juin, vous nous dites, comme si la boucle était bouclée, c'est terminé ? Oui, mais grande vigilance. C'est la paix ? C'est la paix. On a gagné la paix. Mais vigilance, parce que cet accord n'a pas été simple à trouver. Il a fallu que les autorités de Bamako, que ce qu'on appelle les groupes du Nord, que les autorités algériennes, que les Nations Unies fassent tous les efforts nécessaires. Alors, mais oui, c'est la fin d'une page. En fait, c'est un peu l'anti-modèle de l'opération en Libye que vous nous présentez. D'une certaine manière. À l'époque, Nicolas Sarkozy avait déclenché l'opération, mais n'avait pas poursuivi. On ne peut pas mener une opération militaire si on ne sait pas ensuite engager un processus politique. Parce que la fin d'une crise, c'est un processus politique. On le voit au Mali, on ne l'a pas vu en Libye, on va y revenir. Oui, est-ce qu'on est assuré de pouvoir lancer un processus politique Parfois, il y a des telles urgences. Ne soyons pas pessimistes quand la paix arrive. Disons que c'est un bel événement et qu'il convient maintenant de le fructifier. Est-ce que vous vous dites, pas avec un certain regret, que quand vous êtes arrivé au pouvoir après l'alternance, vous auriez dû donner l'aspect politique et diplomatique à ce qui s'était passé en Libye avec Cameron et Sarkozy ? Sur la Libye, vous auriez dû prolonger au nom de l'État. Sur la Libye, à l'époque, je pense que nous n'avons pas bien anticipé, je dis nous, je ne porte pas de critique, la suite et les capacités des Libyens à s'entendre, à s'organiser pour assumer l'alternance. Ça n'avait pas été anticipé et ça a produit des effets désastreux, nous les constatons tous les jours. Monsieur Le Drian, demain à Bruxelles, les Européens devraient mettre en forme une mission de caractère militaire avec des navires de guerre, etc., jusqu'à proximité des rives de la Libye. Oui. Quelle force vous allez engager vous-même ? Il faut bien distinguer deux choses. Il y a d'abord la question
des demandeurs de droit d'asile. Ceux-là, il faut les protéger, les accueillir et faire en sorte qu'ils soient bien traités. Et puis vous avez par ailleurs la nécessité de lutter contre tous les trafics. Et en particulier le trafic d'êtres humains, ceux qui prospèrent sur la misère, ceux qui font de la traite d'êtres humains à travers la Méditerranée. Cela, est-ce qu'il y aura une opération militaire ? J'y viens. Cela, il faut les combattre. D'accord. Alors comment ? Et cela, il faut les combattre. Quelle est à partir de demain après-demain la contribution militaire de la France ? La décision qui a été prise est une décision d'une opération européenne. C'est nouveau. On le signale, on le fait remarquer, ça a été vite décidé, c'est très bien, et ça se met en place à partir de demain en 3 phases. Première phase, collectons ensemble nos informations, les renseignements, où sont les passeurs, où sont ces êtres nuisibles qui profitent du trafic. Ben oui, ils sont en grande partie en Libye, on va en parler. Où sont-ils ? Première phase, et ça commence demain. Ensuite, deuxième phase, il faut intercepter en haute mer les navires permettant aux passeurs de s'enrichir et de traiter ces êtres de la misère de la manière que l'on connaît. Et puis troisième phase, est en situation d'intervenir dans les eaux territoriales et éventuellement sur le littoral pour détruire leurs outils. Mais pour cela, il faut une condition, soit l'autorisation des Nations Unies, elle n'est pas encore là, soit l'autorisation du gouvernement libyen, et on sait aujourd'hui la complexité. Et tout le monde dit, du coup, ça va être un peu inefficace, il va y avoir de la surveillance, mais pas de l'action. Je ne le pense pas. Mais est-ce que vous voulez préciser d'abord, vous dites intercepter, c'est-à-dire que les navires de guerre français, etc., je ne sais pas, d'abord, qu'est-ce que la France va donner ? On mettra lorsque les phases vont se succéder, nous sommes déjà présents demain dans la première période, qui est tout à fait essentielle, parce que le renseignement, c'est l'arme principale. Et nous sommes en situation, grâce à l'ensemble de nos outils, de contribuer. Alors dans les collectes, justement, qui contrôle les côtes ? Puisque vous faites de la collecte de renseignements, qui contrôle les côtes d'après vos renseignements ? En Libye ? Oui. Un peu tout le monde. Vous savez que la Libye est un pays qui est en lambeaux en ce moment. Il y a 2 parlements. La Libye n'existe plus. 2 autorités gouvernementales. C'est ce que vous dites. La Libye n'existe plus. On souhaite qu'elle existe. Il y a eu une médiation menée par M. Léon au nom du secrétaire général des Nations Unies qui a mis sur la table récemment une 4e proposition d'entente entre l'ensemble des composantes libyennes. Je souhaite que ça aboutisse. Parce que s'il y a une urgence aujourd'hui, c'est bien là. Je souhaite que ça aboutisse pour éviter que ce pays parte dans le chaos et qu'on revienne dans une situation à la syrienne. Comment vous interceptez en pleine mer ? C'est-à-dire que les gens arrivent avec des bateaux remplis de malheureux réfugiés. Oui. On les sauve, on les fait monter sur les bateaux de guerre, et ensuite, est-ce qu'on démolit les navires des trafiquants en pleine mer ? Il y a des moyens de contrainte, effectivement. Donc on les démolira. Et est-ce que ça veut dire qu'on ira jusqu'au rivage, d'où part avec ou des forces spéciales ou des commandos spéciaux pour taper sur les trafiquants ? C'est là qu'il faut soit l'autorisation des Nations Unies, soit l'autorisation des autorités libyennes. Mais peut-être qu'au moment de cette 3e phase, nous sommes qu'à la première qui commence demain, mais ça commence vite par rapport aux décisions du Conseil européen du mois d'avril. Travail sur les côtes. Est-ce que l'État islamique contrôle ces côtes ? Une partie. C'est-à-dire ? Aujourd'hui, il y a peu de temps, je crois, dans votre émission, j'avais dit attention, le risque demain, c'est que Daesh ne vienne en Libye. Il n'y était pas. Et puis progressivement, ils se sont installés. Ils ont d'abord été à Derna, dans la partie est, et puis maintenant, ils sont en train de progresser vers l'ouest. Ils ont pris Sirte. Ils ont aujourd'hui 200 km de côte en Libye. Ils tiennent 200 km de côte. C'est déjà pas mal, parce que ça permet à des passeurs d'agir. Et éventuellement à les trafics financiers de se faire. 200 km de côte, il y en a 1700, et qui sont en train de progresser si on les laisse faire. Et ils progressent si on les laisse faire. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas en Libye de solution militaire entre ceux qui sont, disons, du côté de Tobrouk, qui est normalement le Parlement reconnu, le gouvernement reconnu par la communauté internationale, et ceux qui sont du côté de Tripoli, parce qu'il y a un congrès qui considère qu'il est toujours valide et toujours respectable. Il faut que l'ensemble des forces libyennes se mettent d'accord sur un gouvernement international. Sinon, le vainqueur, c'est Daesh. Le vainqueur de l'histoire. Si les Libyens ne se mettent pas en phase d'unité, et s'ils ne prennent pas l'opportunité qui leur est donnée là maintenant par la proposition des Nations Unies, c'est Daesh qui gagne. D'accord, mais pendant qu'ils perdent le temps, ils perdent du temps là, les Libyens, Daesh gagne. Oui. Est-ce que ça veut dire que de ces 200 kilomètres, ils peuvent envoyer des milliers de migrants vers l'Europe comme des bombes humaines, ou en tout cas une arme nouvelle des djihadistes? Pas encore de bombes humaines, pas encore d'identification de risques terroristes de cette manière, pas encore, peut-être demain. Mais les réfugiés, ça devient une arme. Mais ça devient une source de financement.
considérable pour Daesh, puisque tout ça se paye. Et est-ce que c'est une arme politique aussi pour mettre l'Europe sous pression? Et la déstabiliser? Je n'irai pas encore jusqu'à là aujourd'hui, mais si on ne prend pas les mesures urgentes pour la Libye, si les Libyens ne se rendent pas compte de cette nécessité, oui, sans doute demain. On se retrouve dans un instant avec vous, Monsieur le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian.